Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc mercredi 27 mars et nous allons démarrer notre émission du ZCL avec plusieurs invités dont Elodie Nestor donc, qui est présidente de l'association Liquide Chocolat, bonjour, qui est déjà sur le plateau, qui va nous parler d'endométriose et de toute l'actualité en lien avec cette pathologie. Avec Martine Fazer, chroniqueuse du ZCL, on va parler de Pâques et de l'événement Serenity Island. Avec Fabrice Eutrope-Silver, on va parler de son entreprise, donc Moringua 971, donc qui est une marque qui valorise les produits locaux en poudre, en jus et en farine. Et je vous parlerai, moi, du pouvoir personnel au féminin. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, on va parler de la canne et du soutien justement des syndicats du côté des planteurs. Plusieurs associations se sont regroupées pour pouvoir donner leur avis sur ce problème de récolte cannière qui tarde à démarrer. On parlera aussi des NAO du carburant qui sont attendus. Alors est-ce qu'on est au bord d'une grève? Ce sera le sujet dont on parlera tout à l'heure. Aussi, on fera un point avec le sous-préfet concernant la sécurité des croisières, donc suite à une conférence qui a eu lieu. Il sera aussi l'occasion de revenir sur des flammes du territoire qui sont mises à l'honneur sur la commune de Trois-Rivières, donc Méline Nokandi et Baril Bultor, donc qui sont deux médaillés qui ont été mis à l'honneur sur cette commune. Et on parlera sûrement de l'eau avec ce problème récurrent en Guadeloupe et comment les citernes et des packs d'eau ont pu être mis à disposition pour les étudiants. On va démarrer donc par le premier sujet qui est le soutien aux planteurs vis-à-vis des syndicats. Ce mardi, il devait y avoir une rencontre donc, qui pensait être conclusive et en fait qui n'a pas été le cas. Suite à cela, donc, les syndicats se sont regroupés et ont permis de mettre une déclaration politique autour de cette problématique canne-sucre. On voit un reportage de Olivier Moradel. Vous savez que la canne, c'est à tout Guadeloupéen. Si pas une plante de canne, pas une Guadeloupe. C'est bien normal que les syndicats rejoignent nous pour en simple cause. Et dans une pas gagner l'argent encore. Et nous voyons, c'est tout à fait normal de nous banco parce qu'il faut comprendre les choses. Et je dois voilà, il faut faire musique avec nous. Nous avons bien comprendre que c'est une véritable profitation qui a mettre en place, puisque nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des planteurs qui ont planté conne et qui ne peuvent pas vivre des produits là ça et que d'autres monde encore une fois toujours les mêmes un système qui est organisé pour la profitation et ben c'est eux qui ont profité de toute richesse là ça. Donc aujourd'hui là il y a lever garoulé, aujourd'hui là il y a ouvert à peuple là si situation réelle là yo et il y a dit stop à système de calcul là ça qui fait pour faire en sorte que les usiniers, les capitalistes et tout le monde qui a ramassé mettre à système là mettre l'argent pour chayo. Nous a dit toute histoire à la canne en Guadeloupe, toute histoire à le sucre en Guadeloupe, c'est comme ça qu'elle est faite. Et nous, en 2025, nous, au 21e siècle, et ça n'a pas qu'à changer. Donc, nous avons dit qu'il n'y a ni possibilité que si les collectivités posent ce problème-là sérieusement, parce qu'il faut réfléchir, entre financer corser 3 millions d'euros, chaque collectivité, et verser l'argent là ça dans le secteur primaire qui est important pour l'économie, eh bien, ça te permet de soulager les agriculteurs et aussi pour depuis longtemps. Aujourd'hui, on a trouvé face effectivement à un mur, l'État, la région, le département, bien évidemment les usiniers qui ont engraissé très clairement grâce à Cannes, mais grâce surtout à l'argent même à l'État, mais les gens même qui ont produit Cannes là, pas qu'à vivre de ça, en qui j'en nous peut accepter ça aujourd'hui là. Non, un pays là, il y a trop de profitation. Et nous, quand voyons tous les nouveaux, c'est toujours malheureux qui a payé. Bon, là, j'en ai déjà avancé, comme on disait samedi passé. J'en ai déjà avancé. Donc, à la fin, nous faisons un travail pour nous faire signer le protocole là, pour ça vraiment nous commander. J'ai daté notre réunion à Rézé. Donc, ça un peu concluant par rapport à des méthodes de travail que nous mettons en place. Donc, pour faire la point ça en compte.
Donc là, il m'a dit nous à finir faire travail là pour nous rencontrer après, pour nous signer le protocole là. Nous toujours pacifiques, nous pas ni à part nous pas là pour nous faire la gêne, pas là pour nous barrer parce que barrer la rue c'est barrer la Guadeloupe, nous pas dans un système là ça. Moi recommande la population Guadeloupe soutiennent nous par rapport à ça parce que c'est un combat nous avons mené depuis tantôt et là nous avons trouvé nous parce que tout seul. Et nous avons gommé, mais en cas supposé nous arrivons un jour. Voilà, soutenir la récolte, c'est important, surtout pour les victimes, que ce soit les producteurs agricoles et toute la filière canne. Donc on souhaite une issue favorable à ce problème. On va enchaîner avec les NAO des carburants. Donc depuis plus de 8 ans, il n'y a pas eu de NAO et ces négociations annuelles obligatoires se sont déroulées ce mardi matin. On va avoir un reportage de Michel Depape. Le GPSS d'avoir nous recevons une invitation pour l'ouverture des NAO, puisqu'on a rappelé depuis plus de 8 ans, les NAO pas fait en fonction là. Et l'article 22-41-4 du Code du travail qui a stipulé à ce qu'elle négocie si les salaires et tout ce qui a composé effectivement la branche. Donc nous là, pour matin là, nous commençons à discuter. Et bien évidemment, vous entendez déjà expliquer nous situation ailleurs au niveau de marge qui fait que les négociations sont faites. Et là, ils ont informé nous qu'il y a d'autres démarches au niveau de la préfecture de manière à ce qu'il y ait récolté marge pour discuter. Mais ça, nous pas comprendre, c'est que depuis les années, nous avons constaté ça a augmenté le KBC. Et nous qui en dernier bout de la chaîne, effectivement, nous pas bénéficié d'une augmentation de salaire. En avril 2023, nous avons rencontré le préfet et nous avons tracé les grandes lignes de la branche, notamment au niveau des transports carburants, qui est défaillant au niveau de sécurité, les absences des NAO qui ne sont pas faites dans la branche depuis des années. Et rassurez-nous que ça qui est fait dans l'avenir et qui j'ai nommé effectivement secrétaire à l'économie, en l'occurrence M. Elbez, de gérer les affaires courantes. Donc, à la surprise générale, on en est passé, rien pas fait. Mais ça, nous crois déjà là, c'est que nous avons patience, nous avons l'eau patience, et patience, ça nous raboute. Et que nous tentons que nous rencontrons demain la préfecture avec représentant du GPSS, nous attendons les retours. De toute façon, nous allons organiser nous en assemblée générale pour nous arrêter des dispositions parce que trop c'est trop, c'est inadmissible que les négociations ne soient pas faites dans ce secteur-là. Et pour nous prendre des décisions. Et nous fermons c'est dans l'avenir. Parce que nous estimons que si nous passons effectivement ce secteur-là, rien n'est fait. Donc là, nous donnons information aux représentants du GPSS, nous pas satisfaits. Et nous avons bien évidemment organisé nous en assemblée générale pour nous arrêter en décision, pour bien évidemment arrêter en date, pour nous entrer en action. Parce qu'elle nous paye pas. On va rester réactif à la suite de ces NAO et des conséquences, j'espère en tout cas, qui ne seront pas négatives pour nous, compatriotes. On va enchaîner donc avec Elodie Nestor, donc, qui est présidente de l'association Liquide Chocolat, coordinatrice du programme d'éducation thérapeutique du patient, spécialisée dans l'endométriose en Guadeloupe. Elle vient nous parler justement de cette maladie qui reste encore peu connue et surtout sur ses conséquences ainsi que sur le rôle de son association, que ce soit en matière de sensibilisation, de soutien et de la prise en charge. Donc bonjour, bienvenue sur le plateau. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'endométriose ? Bien sûr, bonjour Iman. Bonjour. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est avec des mots très simples pour que tout le monde puisse comprendre. C'est une maladie gynécologique, inflammatoire, chronique. Donc en fait, à chaque cycle, la femme a ses règles et s'il y a une fécondation, les règles s'arrêtent. S'il n'y a pas de fécondation, les règles sont là pour évacuer en fait toutes les cellules de l'endomètre qui ont gonflé pendant ce cycle. Je fais vraiment très vulgaire, très schématique pour qu'on comprenne. Ces cellules qui sont dans l'endomètre, elles sont inflammatoires et c'est pour cela que, en général, quand les femmes ont leurs règles, elles ont des douleurs qui sont plutôt supportables, des sensations de lourdeur, des choses comme ça, une certaine gêne.
Dans le cas de l'endométriose, on ne sait pas pourquoi, à ce jour, on retrouve des cellules qui ont le même fonctionnement que ces cellules qu'on retrouve dans l'endomètre. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce sont... À un certain moment, on pensait que c'était les mêmes cellules, mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de logique en fonction de là où on les retrouve dans le corps. Et donc, ces cellules qui vont fonctionner de la même façon, donc qui vont être inflammatoires, qui vont saigner, on va les retrouver un peu partout dans l'utérus ou en dehors de l'utérus de façon complètement anarchique. Elles vont continuer à se développer dans le corps et créer des inflammations tout au long de la vie de la femme. Donc en fait, les manifestations principales, c'est douleur, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations qu'on peut du coup déceler? Tout à fait. Alors, il y a la douleur, mais qui va être aussi aléatoire en fonction de la femme, en fonction de où se situent ces lésions d'endométriose. On peut repérer la maladie avec d'autres symptômes, comme une fatigue chronique, des saignements abondants lors des cycles, donc on parle de règles hémorragiques, des douleurs urinaires, des douleurs digestives. On peut aussi avoir je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais une grande fatigue, puisque forcément, s'il y a des saignements en continu, on peut avoir de l'anémie et donc une fatigue, des douleurs musculaires en fonction de d'où sont situées les lésions. Et pour des cas un peu plus rares, mais qu'on trouve quand même pas mal en Guadeloupe, des symptômes pulmonaires, parce qu'on a des femmes dans l'association qui ont eu des pneumothorax à cause de cette pathologie. Donc des symptômes pulmonaires ou encore des symptômes, des endométrioses qui peuvent être cardiaques. Donc vraiment, c'est aléatoire en fonction des femmes, mais ce sont les symptômes les plus fréquents. Voilà. Ça concerne combien de femmes en Guadeloupe? Est-ce qu'on a un chiffre? En Guadeloupe, à ce jour, nous n'avons pas de chiffres. En France, du coup? En France ou dans le monde, on parle d'1 à 2 femmes sur 10, mais ce sont des chiffres qui datent et qui mériteraient peut-être d'être actualisés. Quand on prend le temps de discuter avec les femmes de notre entourage, on se rend bien compte que énormément de femmes sont touchées et 1 à 2 sur 10, c'est peut-être un peu inférieur à la réalité. Est-ce que du coup, c'est facile à diagnostiquer ou pas, ou ça expliquerait du coup la difficulté de quantifier vraiment le nombre de femmes? Alors, facile à diagnostiquer, oui et non, c'est mitigé. Encore, il faudrait que... d'une part, la femme prenne le temps d'être à l'écoute de son corps et de se dire ces douleurs ne sont pas normales ou j'ai des signes, des symptômes qui sont anormaux. Il faudrait que j'en parle à un professionnel, donc avoir un suivi thérapeutique, d'une part, et d'autre part, que le corps soignant puisse entendre que ces douleurs invalidantes mériteraient plus de reconnaissance et d'examen complémentaires pour pouvoir poser le diagnostic. Alors, on évolue plutôt positivement puisqu'on en parle de plus en plus. Les nouveaux internes sont formés à cette maladie. Donc voilà, on évolue, on va dire, sur le diagnostic. Néanmoins, il reste encore tardif puisqu'on parle d'une moyenne de 7 à 9 ans de retard de diagnostic pour l'endométriose. Tout à fait. Justement, l'association que vous présidez, donc Liquide Chocolat, comment elle accompagne les patientes atteintes d'endométriose? Au niveau de l'association, alors l'association a été créée effectivement pour accompagner les femmes par le biais de l'éducation thérapeutique, par des actions d'accompagnement, de soutien psychologique, accompagnement dans les démarches sociales, puisque c'est aussi une pathologie qui a un impact sur la vie sociale important, sur la vie professionnelle, tout à fait. Donc on peut proposer ces séances d'accompagnement. Et donc l'association s'est créée à partir d'un petit groupe de professionnels de santé qui avaient envie de justement accompagner les femmes pour améliorer leur quotidien avec la maladie. On a d'autres volets sur lesquels on travaille, la sensibilisation, la prévention au milieu scolaire surtout, puisque c'est une maladie qui peut être diagnostiquée dès l'adolescence. Donc nous intervenons, les premiers cycles, tout à fait. Donc nous intervenons au sein des collèges et des lycées pour justement parler, dédramatiser et soulever le tabou des règles et des maladies qui sont en lien.
Alors, vous avez parlé du programme d'éducation thérapeutique. Est-ce qu'on peut développer un peu, du coup, cet aspect pour que les gens qui écoutent puissent comprendre qu'est-ce que c'est ce programme, en quoi il consiste et qui peut le suivre, en fait? D'accord. Donc, l'éducation thérapeutique vise à permettre aux patients atteints de maladies chroniques de pouvoir gérer sa maladie, de mieux la comprendre pour mieux la gérer au quotidien. Donc, c'est vraiment une démarche de rendre le patient autonome dans la gestion de sa maladie. Et donc, nous, au niveau de l'association, nous avons créé ce programme pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose. Donc, nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire, élaboré des ateliers interactifs, collectifs, durant lesquels les femmes peuvent rencontrer un professionnel et échanger avec d'autres femmes sur ce qu'elles vivent. Et le but, c'est de les rendre plus autonomes, de, par exemple, limiter les passages aux urgences, mieux gérer ses médicaments, mieux gérer sa douleur, puisque les médicaments, il y a d'autres façons de gérer la douleur, mieux comprendre son cycle, mieux comprendre son corps, connaître aussi son anatomie, parce que très souvent, on se rend compte qu'on ne se connaît pas soi-même. Donc voilà, toutes ces choses cumulées permettent finalement de gagner en autonomie. Et donc, c'est ça l'éducation thérapeutique. Et du coup, quelles seraient les priorités, les besoins pour vous en tant qu'association et par rapport à cette pathologie? Eh bien, les besoins sont multiples, comme toute association. Hein. Les besoins sont multiples. Déjà, nous avons reçu notre agrément, donc il y a une reconnaissance du travail qui est fait depuis 6 ans. On a un agrément régional qui nous a été donné depuis l'an dernier par l'ARS Guadeloupe, le ministère de la Santé. Nous avons aussi cette autorisation de mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique, et donc là, nous sommes dans une phase de financement, puisque nous souhaitons que ce programme soit gratuit, accessible à toutes les femmes. On connaît la réalité de notre Guadeloupe et tous les problèmes d'accès aux soins qu'ils peuvent générer. Et donc l'idée, c'est que vraiment ce programme soit accessible à toutes. Et pour cela, il faut trouver des financements. Donc on a essentiellement des besoins financiers. Voilà, ce serait quoi, du mécénat? Ce serait des gens qui donnent... Ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être des dons perso, ça peut être du mécénat, des partenariats, voilà, tout ce qui pourrait aider l'association à évoluer, bien évidemment. On a aussi des besoins humains, parce que pour faire les choses, il faut être nombreux, être là. L'argent ne fait pas tout, bien sûr, et voilà, donc vraiment, les besoins essentiels de l'association sont des besoins humains et financiers. Donc. Je vois que demain, il y a Endoschool, donc est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, ça va se passer, si on peut avoir l'affiche en fond en même temps, ça va se passer donc au lycée Coueffin. C'est ça. Donc sensibilisation à l'endométriose et aux fibromes. Bon, on n'a pas parlé des fibromes, le lien entre les deux, ou est-ce qu'on peut expliquer rapidement? Alors effectivement, on a plus parler de l'endométriose parce que c'est le mois de sensibilisation à la maladie, et donc on fait des focus un peu plus sur l'endométriose. Toutefois, l'association accompagne également les femmes atteintes de fibromes. Depuis l'an dernier, nous avons une femme qui s'est rapprochée de nous, qui est atteinte de cette pathologie, Magali, et qui avait envie de mener des actions de sensibilisation, d'accompagnement aussi pour les femmes atteintes de fibromes. Et donc tout naturellement, on l'a accueillie, on l'a accompagnée dans ce projet. Et maintenant, elle propose également des ateliers pour les femmes atteintes de fibromes. Demain, nous irons effectivement au lycée Charles Coueffin à Bémao pour une action de sensibilisation aux élèves, aux professeurs et à tout le corps éducatif. Le programme Endoschool, c'est un programme sur lequel nous travaillons depuis la création de l'association. Nous intervenons dans les lycées, et depuis cette année, nous avons une convention avec le rectorat de Guadeloupe pour justement continuer à mener ces actions de sensibilisation et d'information sur l'endométriose et les fibromes. Donc ça peut se dérouler de la façon suivante, soit sous la forme de conférences pour les lycéens, mais aussi sous la forme de petits causés avec les parents d'élèves, voilà, en fonction des besoins de l'établissement, de ce que l'infirmière scolaire nous aura remonté comme information. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que s'il y a des personnes intéressées, comment faire pour vous contacter? Alors, nous sommes joignables essentiellement par mail. C'est le moyen le plus simple pour ne pas perdre les informations. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur notre boîte mail liquidechocolat@gmail.com. Donc, voilà. liquidechocolat@gmail.com. Voilà, vous pouvez retrouver cette adresse sur nos réseaux sociaux, donc l'Instagram Liquide Chocolat, le Facebook Liquide Chocolat. Voilà, et nous envoyer un petit mot et on se fera un plaisir de vous répondre. Les prochaines actions, à part un Lando School, ce sera... Alors, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Donc là, on a effectivement Lando School demain. Demain, nous participerons également au rendez-vous du CEMACT, donc qui est un séminaire sur l'infertilité, voilà, à l'Arawak. Au mois d'avril, nous avons aussi des actions de prévues, donc des ateliers thérapeutiques, des conférences, voilà. Donc tout au long de l'année, il y a des actions. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir un petit peu ce que l'on propose. D'accord, merci en tout cas d'être venu pour nous avoir fait part de toutes vos activités. Et donc on va faire notre première pause publicitaire. On va revenir tout à l'heure avec Martine parler de Pâques et de l'événement Serenity Island. On se retrouve tout à l'heure. On va enchaîner donc avec notre deuxième partie d'information et faire le point justement sur les croisières. Le sous-préfet en a parlé donc en matière de sécurité. Ceci intervient justement après l'annonce du retrait des croisières et le sentiment d'insécurité soulevé par le maire de Pointe-à-Pitre. On va faire un tour par rapport à cette problématique avec Solène Fèvre. Reportage. L'agression qui a eu lieu tragique la semaine dernière est décorrélée du monde des croisières, mais pour autant ça a un impact. Donc l'idée c'est aussi de montrer que cette agression elle a été prise en compte et qu'on y réfléchit pour qu'elle ne se renouvelle pas. Donc c'est tout le travail que on va mener maintenant pour montrer vraiment qu'on cherche à améliorer encore l'accueil des croisiéristes à Pointe-à-Pitre, mais également dans toute la Guadeloupe. L'objectif c'était de réfléchir aux pistes d'amélioration de l'accueil des croisiéristes dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien la sécurisation des croisiéristes quand ils arrivent à Pointe-à-Pitre, quand ils cheminent dans Pointe-à-Pitre, quand ensuite ils partent sur différents sites, notamment à Sainte-Anne, à Saint-François, et puis de travailler un peu plus loin sur la qualité un peu du service qui est offert aux croisiéristes, outre les aspects purement de sécurité, où là les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, en lien avec les polices municipales, vont revoir leur dispositif. On va travailler sur d'autres pistes, comme des parcours touristiques au sein de Pointe-à-Pitre qui seraient bien signalisés. On va travailler aussi sur peut-être la mise en place de guides qui seraient agréés. On a plusieurs pistes qui sont à travailler d'ici à la prochaine saison. La ville de Pointe-à-Pitre a pris déjà des mesures aussi puisqu'elle veut renforcer sa police municipale. Le préfet de Guadeloupe a décidé de prioriser le renforcement de la vidéoprotection à Pointe-à-Pitre. Voilà, ce sont des mesures qui sont d'ores et déjà décidées. On en a d'autres à venir pour préparer au mieux la saison croisière 2024-2025. Voilà, souhaitons que ces mesures soient bien appliquées et en tout cas renforcent le sentiment de sécurité dans cette ville. On va parler maintenant des Jeux Olympiques et de Trois-Rivières où justement des flammes du territoire ont été mises à l'honneur. Donc Méline Nokandi en handball et Baril Bultor donc en volley permettent à cette commune de susciter fierté et réussite puisque la Guadeloupe c'est une terre de champions. On voit un reportage de Solène Fèvre. C'est important pour nous à Trois-Rivières de montrer que la municipalité était fière de ses champions et c'est la raison pour laquelle nous avons permis à ce que ces deux flammes soient vivantes au niveau de notre municipalité, donc au niveau de la mairie. Donc vous avez Méline Nokandi donc qui n'est plus à présenter pour ses réussites au niveau du hand, mais aussi Baril Bultor qui a réussi au niveau du volley. Donc Trois-Rivières est fière de ses champions. Nous étions accompagnés de d'autres champions qui se sont exprimés. Nous étions aussi accompagnés des élèves de l'école Gérard Lauriette. Mais la flamme, aujourd'hui, les flammes de Trois-Rivières rayonnent sur Trois-Rivières et nous en sommes fiers. Donc c'est bien Trois-Rivières Guadeloupe qui dit Trois-Rivières dit la Guadeloupe. Nous aimons notre pays Guadeloupe et c'est la raison pour laquelle nous faisons rayonner nos flammes. Elle a commencé au club de la JT hier.
d'accord. C'était M. Maïnu, justement, qui l'entraînait. Un petit coucou à lui, merci. Je lui dis merci parce qu'en fait, c'est lui qui a profiné cette petite pépite. Et voilà, elle est arrivée au plus haut niveau. Merci. C'est vrai qu'un enfant né avec un don, d'accord, avec une force, comment je vais dire, parce qu'elle est née la veille de l'éclipse, une force lunaire, je dirais, et l'accompagner comme ça, elle a trouvé les bonnes personnes au bon moment pour qu'elle puisse évoluer le plus haut niveau. C'est une grande fierté. Parce que voir son fils sur le toit de la mairie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et donc, je suis particulièrement fier de ça et de son parcours. Mais aussi, comme je viens de dire, c'est que je suis fier pour lui, mais aussi pour, je dirais, pour l'ensemble de la communauté de Trois-Rivières, sur la population de Trois-Rivières, la Guadeloupe, et c'est ce qui fait ma fierté. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir, dans le cadre d'une exposition, présenter les clubs, présenter les disciplines et présenter les réussites aussi individuelles. Voilà un peu, donc oui, la Guadeloupe, c'est une terre de champions. Je pense que chaque commune a ses champions, Trois-Rivières a ses champions. Il était important aujourd'hui de les mettre à l'honneur. Voilà, bon, le terme de champion ne s'applique pas à l'eau puisque c'est justement plusieurs jours d'affilée que nous manquons d'eau et les étudiants au Crous aussi. Des citernes et des packs d'eau ont été mises à disposition pour pouvoir pallier à ce manque. On voit un reportage ensemble. Je ne saurais pas te dire depuis quand ils ont coupé l'eau, mais je sais que ça fait déjà plus d'une semaine. Donc bon, ça va, enfin, on essaie de faire le strict minimum et puis on avance. Au moins ils ont mis les citernes et puis ils font une distribution de packs d'eau, donc on essaie de les faire avec. Je suis martiniquaise, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de ne pas avoir d'eau parce que même si j'ai de la famille ici, mais c'est quand même compliqué. Heureusement pour moi, je rentre en Martinique pendant les vacances, mais je pense que c'est beaucoup plus dur pour les autres personnes qui doivent rester ici parce qu'ils n'ont pas de moyens pour rentrer chez eux. Et je trouve que c'est une bonne initiative que le Crous mette en place ce dispositif de nous donner des bouteilles d'eau et surtout d'avoir mis en place une citerne d'eau nous permettant de faire notre ménage et tout. Il n'y a toujours pas d'eau dans les robinets, mais bon, ils ont mis des solutions alternatives, donc on essaye de faire avec. On va pas... On dit déjà merci qu'ils ont mis ça. C'est vrai, depuis plus d'une semaine, financièrement et moralement, on en prend un coup. Et c'est la première fois que ça nous arrive. Ça nous a pris d'un coup comme ça, on ne s'y attendait pas. Et oui, moralement, c'est assez compliqué, oui. C'est les examens et pour réviser les odeurs dans les couloirs. Oui, c'est très compliqué. Moi, je suis allée à la mer. Enfin, ça fait 3 jours que je vais à la mer récupérer de l'eau de mer pour mes sanitaires. Heureusement qu'on a la mer à côté. Mais oui, c'est compliqué. Le restaurant universitaire est fermé. Vous avez dû acheter beaucoup d'eau entre-temps, finalement? Oui, bien sûr, beaucoup d'eau. Et pour manger, aux alentours, les prix ne sont pas forcément abordables pour nous, les étudiants. Donc oui, financièrement, c'est compliqué. Voilà, donc pas évident pour les étudiants, les scolaires et nous, compatriotes. On va pouvoir enchaîner avec Martine Fazer, donc notre chroniqueuse, qui va nous parler de Pâques et de l'événement Serenity Island. Donc c'est une vidéo qu'on visionne ensemble. Bonjour, vous êtes avec Martine dans le CSM, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que tout va bien. Je salue les auditeurs, les téléspectateurs, mon fan club. Aujourd'hui, au sommaire du CSM, je vous propose d'abord de parler d'un temps fort dans lequel nous sommes actuellement et également on va mettre le focus sur un autre événement et enfin un agenda.
Alors on commence, on y va tout de suite avec ce temps fort. Et en fait, je veux vous parler de la Pâque. Et oui, que symbolise-t-elle cette fête de la Pâque? Alors, je sais, vous allez pour certains me répondre que on va camper. Bon, c'est pas que cela, effectivement, il y a le camping sur les plages, mais c'est pas que cela, Pâques. Alors, je vous propose de revenir un peu sur ce symbolisme qu'est la fête de Pâques. En fait, la Pâque est la première des 5 fêtes cardinales de l'année liturgique catholique. Elle commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Tout d'abord, la Pâque est une célébration juive qui commémore la sortie des Hébreux d'Égypte après des siècles d'esclavage. La fête de Pâques chrétienne commémore la résurrection de Jésus-Christ après 3 jours après sa crucifixion. Enfin, le carême est la période de jeûne et de prière qui précède Pâques. La semaine sainte, elle comprend ainsi le dimanche des rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et Pâques. Le vendredi saint est célébré par les catholiques du monde entier parce que ça marque pour les fidèles un temps de recueillement et de restriction. La tradition spécifique du vendredi saint reste le chemin de croix. C'est l'itinéraire respecté par les pèlerins, faisant référence à la dernière marche de Jésus portant sa croix sur son dos depuis le tribunal de Pilate jusqu'au Golgotha. La célébration a lieu à la fin du carême, une saison de jeûne et de restriction de 40 jours qui sont en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Cependant, au fil des années, Pâques a convergé vers des célébrations plus païennes et qui symbolisent aussi l'arrivée du printemps. Les traditions populaires incluent une visite du lapin de Pâques, la représentation du printemps qui apporte des œufs, symbole de la vie renouvelée. La tradition païenne aussi faisait que les gens fêtaient chaque année l'équinoxe du printemps en offrant des œufs peints qui symbolisaient la création et la fécondité à la déesse de la fertilité qui, selon les régions, change de nom. Alors, que viennent faire les œufs de Pâques dans tout ça? Jusqu'au 17e siècle, l'Église interdit de manger les œufs pendant la période du carême. Ils étaient alors conservés jusqu'à la fin du jeûne, puis décorés. C'est au XVIIe siècle que l'on a eu l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat pour marquer la fin du jeûne et du carême. Les premiers œufs tout en chocolat sont apparus, eux, au XIXe siècle, grâce au progrès des techniques permettant de travailler la pâte de cacao et surtout des moules qui permettaient de créer des petits personnages. Alors, on parle aussi des cloches à Pâques. La coutume des cloches de Pâques, elle vient d'Alsace et du Palatinat. Et depuis plusieurs siècles, il était interdit de sonner les cloches des églises catholiques entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. Et cela en signe de deuil. Une tradition que l'on retrouve notamment en France, en Belgique, en Italie et dans plusieurs autres pays d'Europe. On allait raconter à ce moment-là aux enfants que les cloches allaient elles aussi se faire bénir par le pape à Rome. Et en revenant, eh bien, elles viendraient carillonner et déposer au passage des petits œufs en chocolat dans les jardins. Alors, dans les traditions européennes, ce ne sont pas toujours les cloches qui apportaient les œufs, mais aussi le renard, la cigogne, le coq, la poule et surtout le lièvre et le lapin. Voilà, j'espère en tout cas que ces rappels sur le symbolisme de la fête de Pâques vous auront été utiles. Et puis, bien sûr, chez nous en Guadeloupe, la fête de Pâques, ça symbolise aussi autre chose, au-delà de la partie chrétienne. Eh bien, c'est un moment de retrouvailles en famille et on se retrouve sur les plages pour passer du temps ensemble. Alors, eh bien, il faut profiter de ça, mais sachez qu'il y a quand même des polémiques maintenant sur les plages parce que souvent, elles sont laissées en très mauvais état. Alors, vous qui allez sur les plages pour passer un moment en famille, pensez à ramasser toutes vos ordures, à bien ranger derrière vous, enfin laisser propre, à ne pas trop abîmer le littoral, les plantes, les herbes, enfin bref, respecter la biodiversité et respecter les plages. C'est pour que chacun puisse en profiter de manière sympathique. Voilà. Allez, on continue sans plus attendre sur la suite. Je vous ai parlé d'un événement fort, un événement sur lequel on allait mettre le focus, et il s'agit pour cela de l'événement qui s'appelle le salon Serenity Island, qui va regrouper les acteurs du bien-être de la Caraïbe, de la Guadeloupe et de la Caraïbe. Ça
Ça se tiendra ce samedi 6 avril de 9h à 19h. C'est au domaine de Paco à Bémao. C'est organisé par Maïté Perrault, que tout le monde connaît maintenant. Et donc, lors de ce salon, vous allez avoir plus d'une cinquantaine de stands qui vont être dans les domaines du bien-être, de la pratique et des techniques du mieux vivre, du mieux-être, l'alimentation végétale, bien sûr, les cosmétiques naturels, l'artisanat local, des initiatives citoyennes, mais également du développement durable et ainsi que de la littérature avec tous les livres qui traitent de cette question. Donc retrouvez-vous donc ce 6 avril prochain, je disais, et là ça sera pour à la fois participer à des conférences, des tables rondes, etc. Un programme très riche que vous retrouverez sur le site du CAICAFET de Maïté Perrault, mais également, si vous souhaitez retenir vos billets d'entrée, entre 5 € en pré-vente et 7 € sur place, eh bien rendez-vous sur wizevent.com qui vous permettra d'accéder à vos billets. Je suis sûre que vous passerez un très très bon moment et que vous apprendrez beaucoup de choses. On poursuit cette fois-ci avec l'agenda. Et comme nous sommes à Pâques, de quoi parle-t-on à Pâques? Du crabe, bien évidemment. Et la fête du crabe, 32e édition, va se tenir du 15 au 31 mars avec plein d'animations, plein de fêtes, plein de découvertes, de surprises, de gastronomie, de jeux, d'exposants. Tout ça pour vous faire plaisir et découvrir l'histoire du crabe aussi, pourquoi pas, et le manger. En passant, c'est pas mal, hein, tout loulou, un matété. Bref, alors, surtout le dimanche 31 mars, vous aurez des surprises avec beaucoup plus d'activités à découvrir. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, un numéro de téléphone 06 90 48 78 18. 06 90 48 78 18. Toujours pour Pâques, cette fois-ci, on traverse la mer, on prend le bateau et on va où? À la Désirade. Et pourquoi? Pour la fête à Cabrit. Eux aussi sont mis à la fête. Et ça sera du vendredi 29 au dimanche 31 mars. 3 jours de folie avec la fête à Cabrit, Cabrit déguisé, concours de Cabrit, dégustation, bien évidemment, jeux, musique. En tout cas, un week-end de Pâques bien chargé et qui va accueillir cette fête à Cabrit, un événement culturel, sportif et agricole qui met en valeur les traditions et le patrimoine de l'île. Allez, on saute, mais cette fois-ci, c'est pas un saut de cabri, c'est du hip-hop. Je vous propose, si vous souhaitez débuter dans cette discipline, que vous aspirez à maîtriser de mieux en mieux les techniques de danse du hip-hop, eh bien, il y a un stage qui est fait pour vous. C'est du mardi 2 au samedi 6 avril. C'est plusieurs heures où vous allez apprendre toutes ces techniques. Et donc, le lieu, c'est à Arpège, c'est à Bergevin-Pointe-à-Pitre. En savoir plus, allez sur le site de promusica.fr pour avoir toutes les informations concernant ce stage de hip-hop. On va continuer avec une exposition cette fois-ci d'une artiste qui s'appelle Véronique Grasset. C'est l'exposition Mon œil a vu. C'est visible du 5 au 12 avril prochain. C'est au centre Réminé-Souta à Pointe-à-Pitre. Et là, le vernissage se tiendra le 6 avril aussi à partir de 18h. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à aller voir cette exposition. Et pour conclure, littérature avec une auteure que j'aime beaucoup, Gisèle Pineau, qui sera en rencontre avec le public le samedi 13 avril prochain à la médiathèque du Moule. Donc elle va proposer des ateliers d'écriture pour les 10-15 ans, mais aussi pour les adultes, échanges et rencontres autour de ses ouvrages, dédicaces, bref, un moment très agréable à passer, un moment littéraire de haut niveau avec donc Gisèle Pineau. Et ça, je vous le rappelle, ça sera sans doute le 12 avril aussi, 12 et 13 avril à la médiathèque du Moule. Vous pouvez vous renseigner au 05 90 23 09 30. 05 90 23 09 30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, culturellement, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à notre prochain CSM. Bye voilà, bye. Merci à Martine pour sa chronique La culture selon Martine. On va faire notre deuxième pause publicitaire et on reviendra tout à l'heure pour recevoir Fabrice Eutrope-Silver de l'entreprise Moringua 971. À tout à l'heure. Alors nous voilà de retour sur le plateau et on va recevoir donc Fabrice Eutrope-Silver, agriculteur et agrotransformateur, donc spécialisé dans le moringa. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toute la population qui regarde.
Donc l'entreprise est spécialisée dans la transformation de plantes aromatiques, on va dire, et notamment le moringa, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses que vous traitez, et donc qui sont transformées en poudre, en jus, en farine. Donc on a un petit échantillon des produits que vous proposez donc sur le plateau, très bien présenté, très achalandé. Est-ce que déjà on peut commencer par, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le moringa, expliquer qu'est-ce que c'est que cette plante, quelles sont les caractéristiques et propriétés? Alors, le moringa oleifera, il est appelé l'arbre de vie dans le monde entier. Et il est déjà connu. J'ai rien inventé. J'ai juste repris ce qui se faisait déjà. Pour les propriétés, en fait, c'est l'arbre aux multiples vertus. Donc, qui soigne un tas de choses, un tas de pathologies, qui soigne un tas de maux intérieurs, surtout intérieurs. Et puis, le moringa est traditionnellement, ancestralement, c'est les Amérindiens qui les ont amenés bien avant l'esclavage. Donc, il est en Guadeloupe depuis longtemps. Et puis, je me suis beaucoup renseigné dessus depuis plus de 10 ans déjà. Et c'est surtout aussi un élément, un atout santé qui me soigne. Donc, est-ce qu'on peut justement faire un petit focus sur les bienfaits du moringa? Ça agit sur quelle pathologie? J'imagine que tout le monde veut savoir à quoi ça sert. Alors, en effet, je ne vais pas exprimer d'autres choses qui sont à ma portée, puisque en termes de pathologie, je suis un drépanocytaire, donc drépanocytaire SC. Donc, pour les gens qui connaissent la drépanocytose, ce n'est pas une maladie aujourd'hui simple, c'est une maladie héréditaire que je suis suivi par le centre de drépano depuis mon jeune âge. Et aujourd'hui, en fait, grâce à cette plante, grâce à l'énergie que ça dégage et que ça amène en moi, j'arrive à travailler sous le soleil, sous la pluie. Quand je fais des analyses, par exemple, chaque année, les bilans de santé, ils sont bons, ils sont comme quelqu'un de normal, alors que normalement... Oui, ça impacte beaucoup au niveau respiratoire, fatigue, respiratoire, etc. Au niveau articulaire, au niveau de tout ce que ça pourrait engendrer en termes de maux. On a souvent des douleurs extrêmes. D'ailleurs, j'envoie un message d'encouragement à tous les drépanos de la Guadeloupe et du monde parce que c'est vraiment difficile lorsqu'on souffre. Et moi, en tout cas, pour ma part, depuis très longtemps, j'ai décidé de me soigner avec les plantes. Et c'est vraiment... Je ne suis pas juste celui qui a fait aujourd'hui une marque, puisque c'est une marque commerciale. Vous voyez Moringois. Donc, je suis aussi un Guadeloupéen qui aime son pays. Donc, avec un code couleur qui représente aussi notre pays. Mais voilà, les propriétés, en tout cas, c'est anti-inflammatoire, antioxydante. C'est aussi... ça renforce les défenses immunitaires. Il y a énormément de fer, il y a énormément de potassium, même de calcium. Si on doit rentrer dans tous les détails, puisque je me suis spécialisé là-dedans, je pourrais vous parler de ça pendant des jours et des jours. On voit un petit visuel à l'écran, donc avec tous les bénéfices, améliore la santé, la peau, anticholestérol, améliore la vision, régule la pression sanguine, antidépresseur, aphrodisiaque, voilà, réduit les rides, nutrition des enfants. Donc c'est vraiment très très large comme champ d'action, on va dire, au niveau de son utilisation. Et donc vous avez expliqué un peu qu'est-ce qui vous a un peu orienté vers le moringa plus que d'autres plantes? Il y a toute une histoire avec le moringa, puisque j'entendais parler, je voyais cet arbre chez les populations indiennes, qu'on connaît bien, de Guadeloupe, et j'entendais parler comme si c'était bon. Mais à mon premier voyage à Cuba, et puis j'ai été plusieurs fois, j'ai vraiment vu tout ce qu'ils faisaient avec le moringa et tout ce que ça apportait au niveau déjà de leur culture, de ce qu'ils plantaient, de leur biodiversité, de l'apport en fait par rapport à tout ce que ça amène le moringa, pas simplement dans ses vertus et dans ses propriétés physiques, ce que ça permettait en fait dans mes champs. Puisque je l'ai d'abord planté pour ça, pour améliorer en fait la productivité de mes cultures légumières.
Et ça m'a vraiment apporté des bénéfices que j'avais aussi déjà étudiés en termes de bénéfices que ça pourrait apporter, puisque moi qui ne mets aucun produit chimique, donc c'est qu'avec les éléments naturels que on nourrit le sol. Donc le sol étant bien nourri et les racines du moringa favorisent en fait l'assimilation des nutriments naturels pour le sol. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé en fait à le cultiver. Et ensuite, il fallait que je trouve une manière de bien nourrir ma famille. D'ailleurs, je passe un bonjour à ma femme et mes enfants, puisque qui sont ceux aussi qui m'ont encouragé et qui font que j'ai envie d'aller plus loin. Donc aussi, c'est des pratiques durables, en fait, d'agriculture durable qui permettent de préserver l'environnement. C'est le message qui est véhiculé aussi derrière l'entreprise. Alors, préserver l'environnement, observer déjà notre environnement et pouvoir justement, puisque c'est grâce à cette nature, c'est elle qui nous nourrit. Sans rentrer dans trop de détails, vous savez, même là aujourd'hui, je suis un complément alimentaire. Mes produits sont distribués dans certaines pharmacies en Guadeloupe. On a un vrai intérêt pour se soigner aujourd'hui, à ne pas que se dire que il n'y a que le côté purement industrie phytopharmaceutique qui peut nous nourrir. Nous sommes conscients qu'avec nos plantes, avec notre biodiversité, avec nos arbres, nous pouvons aller mieux. Est-ce qu'on peut parler justement de ce processus de transformation? Comment il s'opère? Parce que je vois des graines, je vois de la poudre, je vois des feuilles. Donc comment vous arrivez à faire cette évolution? Alors, la poudre de moringa que je présente ici, qui est mon produit phare, c'est tout simple. On récolte des feuilles avec une condition assez précise, avec un timing pour les récolter, pour aller les valoriser. On récolte les feuilles fraîches, les fleurs, donc les petites branches aussi qui tiennent les feuilles et les fleurs. On passe au déshydrateur, c'est tout simple, un déshydrateur, et ensuite au broyeur. On met aucun apport, aucun ajout, on rajoute rien et on change rien. C'est très simple, entre parenthèses. Et tout simplement, c'est là où on peut parler d'un phytonutriment. Donc, la déshydratation des feuilles permet de garder les propriétés donc de l'arbre, tout ce qu'on vient de citer là, qui sont principalement dans les feuilles, les fleurs. Il y a aussi dans d'autres parties, il y a beaucoup de fibres, par exemple dans les troncs. On pourrait faire énormément de choses, puisque là j'en parle comme ça, mais d'autres, nos chercheurs, nos docteurs qui ont déjà étudié la question du moringa oleifera, on pourrait en faire une industrie. Alors comment on utilise justement les produits? Alors la poudre, quelles pourraient être les recettes pour l'utiliser au quotidien? Alors au quotidien, donc c'est beaucoup les études et puis aussi passer en laboratoire. Une cuillère à café par jour dans vos préparations préférées. Alors une cuillère à café, ça paraît, oh mais c'est rien. En effet, vaut mieux l'utiliser très peu mais sur le long terme et voire tout le temps, que de vouloir en prendre beaucoup parce qu'on vient de nous dire que les gens qui entendront que c'est bon aujourd'hui, il ne faut pas se ruer sur le produit en étant ouais, on va le prendre juste là aujourd'hui et demain on l'a laissé dans le placard. Voilà, donc dans tous les repas, comme je dis, une cuillère à café, on peut le mettre dans un smoothie par exemple le matin, un jus frais. Le lendemain, on va l'utiliser par exemple dans une salade, juste à saupoudrer en fait dans une salade verte ou etc. L'après-lendemain, on va faire un potage, ça va être vendredi bientôt, on va faire un bon potage, on va faire des acras là, pour la période, et on peut rajouter une petite cuillère de poudre de moringa pour apporter en fait des nutriments, pour apporter plus de valeur nutritive à tous ces aliments. Donc, c'est les pâtisseries, c'est les yaourts, c'est les assaisonnements, c'est les vinaigrettes. En fait, c'est un atout santé qu'on utilise dans sa cuisine. Il n'est pas bloqué d'un côté comme si c'est un médicament.
Il est dans notre cuisine, comme le sel, comme le poivre, et on l'utilise à sa guise. Donc on peut faire des gâteaux, on peut faire des crêpes, on peut faire voilà tout. Tout à fait. D'ailleurs, tu seras invité pour la prochaine fois qu'on fera des dégustations. Avec grand plaisir, je viendrai. Vous êtes allé justement au salon de l'agriculture sur Paris. Quels étaient les retours? On parle de Paris, c'est pas forcément l'Eldorado, mais je veux dire, quels ont été les retours par rapport à ce produit? Alors, ces produits, puisqu'il y en a plusieurs. Pour commencer, je dirais, je suis obligé de faire cette introduction. C'est avec l'énergie, en tout cas, de la ville des Abîmes, et plus particulièrement du maire des Abîmes, qui encourage et qui accompagne ces acteurs économiques donc depuis 2 ans. Et donc j'ai fait partie de cette équipe pour aller au salon de l'agriculture pour représenter en fait les producteurs de la ville des Abîmes. Donc cette action a entraîné que depuis l'an dernier et cette année, donc il y a de la visibilité, on se fait connaître avec un produit nouveau, puisque c'est nouveau pour nous, en tout cas en Guadeloupe et pour moi, puisque c'est octobre 2022 que cette marque est sortie et que j'ai commencé à commercialiser le moringa. Donc l'impact du salon, c'est très positif, je dirais, puisque on arrive à, on va dire, gagner un peu de sous, se faire connaître, et c'est surtout les contacts. C'est les contacts, c'est les opportunités que ça permet, puisque entre l'an dernier et cette année, il y a beaucoup de contacts, donc on va surtout pour valoriser tout ça en fait, toute cette énergie-là autour de la visibilité qu'on a, et aussi surtout, qu'on le veuille ou non, pouvoir gagner sa vie. Bien sûr, et c'est aussi promouvoir, j'imagine, l'agriculture et les produits agrotransformés en Guadeloupe. Ça vous permet d'expliquer en fait que votre entreprise fait partie de cette énergie-là. Est-ce que du coup, vous avez des défis particuliers auxquels vous avez été confrontés pour mener à bien ce projet, et quels seraient du coup les projets que vous avez futurs? Alors aujourd'hui, après pas mal d'années déjà de résilience dans l'agriculture, parce que je vais apprendre à personne comment c'est pas si simple de nourrir sa famille lorsqu'on est agriculteur, mais aujourd'hui les vrais défis, c'est les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains. Le secteur agricole n'est pas forcément bien loti en termes de moyens de main-d'œuvre, et nous sommes ceux qui produisons la matière première, et nous sommes ceux qui avons le moins de possibilités d'avoir une main-d'œuvre. Avec tous les organismes, je ne vais citer aucun, mais je pense qu'il devrait y avoir une vraie réflexion politique. On ne veut pas juste nous aider à vendre, il faudrait plutôt nous aider à produire. Et ça, c'est un message que je lance vraiment à tous ceux qui veulent aider un agriculteur, un agrotransformateur. Notre premier besoin aujourd'hui, c'est la matière première. Et c'est celle qui commence à être de moins en moins productive. L'humain. Voilà, donc ce serait ça le défi pour nous demain, puisque nous ne sommes pas juste là à vouloir, des fois, on estime que les agriculteurs, ils se plaignent, mais souvent les gens ne sont pas ni sous le soleil, ni sous la pluie, et ils sont souvent mieux lotis que nous. Et c'est nous qui donnons à manger à tout le monde, à toute la population, peu importe la classe sociale. D'accord, merci pour le message en tout cas, et merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de ces produits. Donc on peut les trouver, vous avez parlé de pharmacie, mais sinon on peut les trouver où? Alors c'est vrai que je ne pourrais pas tout citer, on est dans plus de 18 points de vente aujourd'hui en Guadeloupe, et j'invite tout le monde à aller sur notre Facebook. On a Facebook, on a Instagram qui communiquent bien, donc vous saurez là où vous pouvez trouver les produits. Et voilà, Facebook, Instagram. Et prochaine dégustation prévue? Prochaine dégustation, normalement, le brunch des paysans bio. Oui. Malheureusement, je ne veux pas induire en erreur, je ne peux pas encore donner la date qui n'est pas finalisée. Mais ce sera dans les prochains jours, vous aurez les informations. Suivez Moringa, suivez Jardi Clean. Et d'ailleurs, je profite aussi vraiment pour remercier toutes les personnes qui nous font confiance et qui nous accompagne depuis tant d'années. On vous aime.
Merci beaucoup en tout cas. On va continuer notre émission justement donc avec ma chronique In Power. On va parler de pouvoir personnel au féminin. On lance le générique et je vous en parle tout à l'heure. Le retour de In Power, donc aujourd'hui on va parler de pouvoir personnel au féminin. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir personnel? On va avoir des slides en même temps qui vont pouvoir vous éclairer. Donc c'est la capacité intérieure qui réside dans chaque femme, chaque homme, d'agir avec autonomie, à prendre ses décisions qui sont éclairées, à influencer sa propre vie. Donc on va dire que c'est une force intérieure qui va vous permettre de surmonter les obstacles, les défis pour se réaliser. Et elle peut prendre différentes formes. Elle peut être l'objet d'une force intérieure, d'un courage, d'une créativité, d'une intuition, d'une persévérance et bien plus encore. Et comment savoir justement qu'on manque de pouvoir personnel? C'est parfois une hésitation à prendre des décisions. On peut se sentir indécise, chercher l'approbation des autres, se mettre à douter de ses compétences, donc par manque de confiance en soi. On peut aussi avoir du mal à s'exprimer, à exprimer ses besoins, ses opinions de façon affirmée. C'est aussi dépendre des autres, sentir qu'on a du mal à agir sans l'autre et à se faire confiance. Ça peut être aussi éviter de prendre des risques parce qu'on a peur de l'échec, de relever des défis et de ne pas réussir justement. Et avoir ce sentiment d'impuissance, de ne pas avoir le contrôle de sa propre vie et subir les événements. Un exercice que je vais vous inviter justement à prendre aujourd'hui, ce serait de prendre un moment pour vous connecter à vos ressources intérieures, de prendre un stylo, de dresser la liste des forces, talents, réalisations passées pour prendre conscience de tout ce que vous avez déjà fait, de votre puissance intérieure. On va prendre conscience c'est le premier pas justement pour aller vers une exploration et une valorisation de son propre pouvoir personnel. Et on peut se demander quels sont les obstacles justement qui pourraient être sur le parcours de cette expression de soi, de son pouvoir personnel, notamment en tant que femme. Ces obstacles peuvent être à la fois externes, c'est-à-dire de l'extérieur, des attentes sociales qu'on peut avoir en matière de comment la femme est perçue dans la société. On peut aussi avoir l'impression d'être empêché de prendre des initiatives ou avoir cette culture de la modestie parce que souvent il faut pas être trop, il faut être réservé dans son comportement en tant que femme, ce qui va minimiser en fait ses propres réalisations et son potentiel. Et comme on va avoir un plafond de verre, comme si on peut pas dépasser cette case dans laquelle on nous a mis, ce qui limite notre progression professionnelle aussi personnelle, ce qui nous empêche aussi d'atteindre des postes de leadership, des postes à responsabilité. Souvent aussi, les femmes jonglent avec plusieurs responsabilités professionnelles comme familiales, ce qui peut limiter leur disponibilité et leur énergie pour poursuivre leurs propres objectifs. Donc ce sont des obstacles qui peuvent être externes mais aussi internes parce que on a une faiblesse au niveau de l'estime de soi. On se sent parfois pas suffisamment autonome, pas suffisamment capable de prendre ses décisions et d'agir de manière indépendante. Et on va peut-être aussi se limiter de façon sans qu'on nous le demande, mais avec l'idée que il faut rester dans une petite case. Et l'exercice que je vous propose, c'est d'identifier un obstacle actuel que vous avez, que ce soit interne ou externe, et de prendre le temps de réfléchir à cet obstacle et de voir comment cet obstacle impacte sur votre vie personnelle, sur votre pouvoir personnel. Et en lien avec le premier exercice justement
que je vous proposais, où vous avez identifié les ressources que vous avez, de voir comment justement ces ressources vont vous permettre d'avoir des stratégies pour surmonter ces obstacles, que ce soit en renforçant votre confiance en vous, en vous entourant de personnes positives, en modifiant l'angle de vue d'une situation. Et vous rappelez que les ressources que vous avez déjà eues vont vous permettre de surmonter les difficultés actuelles que vous avez. On peut se demander qu'est-ce que c'est que le leadership personnel. Le leadership personnel, en fait, ça consiste à se prendre en main, prendre sa vie en main, assumer ses responsabilités, la responsabilité de son propre développement, de ne pas attendre sur l'autre, mais de se prendre en main, d'être acteur et actrice de sa vie pour avoir une influence positive sur soi-même. Donc il y a plusieurs dimensions dans ce leadership: l'autonomie, la responsabilité, la confiance en soi, d'avoir une vision, donc j'en ai déjà parlé, et d'être résilient, c'est-à-dire de surmonter les obstacles dont on a parlé. Et la confiance en soi, c'est vrai que c'est un pilier essentiel de l'activation de ce pouvoir personnel. On va pouvoir avoir un petit exercice que je vais vous proposer à la fin, qui va vous permettre de renforcer cette part de confiance que parfois elle peut être peut-être un peu défaillante ou un petit peu, en tout cas, en berne. L'idée, c'est de pouvoir vous donner aussi des tips pour pouvoir renforcer cette voix et votre leadership. Et donc, pour les femmes, c'est vrai qu'il est important de s'approprier sa propre voix, son propre leadership, et d'exprimer pleinement son pouvoir personnel, que ce soit au travail, dans la vie familiale, dans les cercles sociaux que vous pouvez avoir. Je vais vous inviter à réfléchir à une action que vous pouvez vous entreprendre pour exprimer votre propre leadership et pouvoir personnel, que ça soit d'innover, de proposer une idée novatrice, de soutenir une cause, de affirmer votre opinion à la fois dans une réunion, de prendre la parole en public, parce que les actions que vous allez mettre vont pouvoir vous renforcer et d'avoir des résultats. Et l'important, c'est de penser en amont. Les pensées que vous avez vont générer des émotions et des actions différentes, et donc avoir des résultats pour vous dans votre vie, d'avoir un changement positif, que ça soit pour vous et pour votre entourage, car chaque femme a le droit de faire entendre sa voix et de prendre sa place avec toute la force dont elle est capable dans tous les domaines de sa vie. Et donc le pouvoir personnel au féminin, c'est une force de changement. Je vous demande, mesdames, de vous affirmer, et si vous souhaitez poursuivre cette exploration, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram, où vous pourrez trouver des exercices et des discussions, donc en scannant le QR code ou allant sur ma page à la fois Instagram et mon site internet, pour celles et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui voudraient pouvoir développer leur pouvoir personnel et leur leadership. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce groupe qui est ouvert à tous. Voilà pour la chronique du jour. On reviendra dans 15 jours pour parler de confiance en soi et de comment renforcer ce pilier de pouvoir personnel. Voilà pour la chronique du jour. On va pouvoir conclure cette émission aujourd'hui. Nous avons reçu donc Élodie Nestor, qui nous a parlé d'endométriose avec son association Liquide Chocolat. Elle est coordinatrice du programme d'éducation thérapeutique endométriose en Guadeloupe. Elle demande le soutien et besoin de finances, puisque le nerf de la guerre, c'est ça pour les associations. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement soutenir cette cause. Ça peut être en lien justement avec ma chronique, comme je disais, soutenir une cause. Ça peut être Liquide Chocolat ou aussi l'entreprise Morengua, qu'on a reçu avec monsieur Fabrice Eutrope. Avec Martine Fazer, on a parlé de Pâques et de Serenity Island, donc un événement qui aura lieu le 6 avril sur Jarry. Et donc je vous ai parlé de pouvoir personnel au féminin. Au niveau de l'actualité, on a eu plusieurs informations. Le soutien des syndicats à côté des planteurs, la récolte cagnard n'a toujours pas démarré. Il s'agit de trouver une solution
pour que cette année ne soit pas sans récolte, ce qui ferait des victimes à la fois au niveau des producteurs, mais toute la filière canne. On a aussi parlé des NAO du carburant qui... après 8 ans, il n'y avait pas eu ces NAO. C'était l'occasion pour les syndicats de pouvoir se rencontrer avec la présidence. Et on attend la suite de cette affaire. On a aussi fait le point avec le sous-préfet concernant la sécurité des croisiéristes sur la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, différentes mesures seront mises en place, à la fois une augmentation de la police municipale, une vidéo protection de la ville, un groupe de travail. Voilà, on espère que ces mesures pourront permettre à la ville de Pointe-à-Pitre de se trouver dans un meilleur état et améliorer l'accueil des croisiéristes et des touristes. On a vu aussi sur la ville de Trois-Rivières la mise à l'honneur de la flamme, donc de 2 flammes du territoire, Méline Nokandi et Baril Bultor, donc deux on va dire médaillés qui font la fierté de cette commune. Et on a parlé de l'eau avec le CROUS qui mettait à disposition les citernes et les packs d'eau pour les étudiants, en espérant que cette situation trouve une issue favorable rapidement parce que l'eau manque sur toute la Guadeloupe. Voilà pour aujourd'hui. Notre émission était pilotée par Joël. Merci. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission du ZCL. Bon appétit à vous si vous n'avez pas encore déjeuné et à très vite.